Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'achat d'énergie dans ce contexte assez difficile pour de nombreux industriels, hein, avec la crise sanitaire qui peut amener des arrêts de fonctionnement qui peuvent engendrer des pertes économiques. Et on va discuter de ces sujets-là et notamment de l'impact de cette crise sanitaire sur les marchés, sur les 2 derniers mois, pour vous présenter le comportement adopté sur vos achats d'énergie. Pour ce webinaire, nous sommes 2 intervenants, donc Quentin Godeco et moi-même. Je pense que vous Bonjour avez à la tous. vidéo. Nous travaillons tous les 2 chez la société Roseau, qu'on a pris le parti de vous présenter en fin de webinaire. Et nous travaillons en tant que consultants sur les achats d'énergie auprès de nos clients. Petit sommaire pour vous présenter comment va se passer ce webinaire. La première partie que je vais animer sera consacrée aux actualités des marchés de l'énergie. Quel impact sur le pétrole, le gaz naturel, l'électricité et quelles sont les tendances du marché. La deuxième partie du webinaire sera sur les actions à mener et présentée par Quentin. On fera une partie de questions-réponses et enfin une présentation de notre société Roseau. Pour ce qui concerne les règles du webinaire, donc vous n'avez pas la parole sur ce webinaire, mais je vous invite à utiliser le chat pour nous alerter sur des questions éventuelles et on essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, soit sur le temps de questions en fin de webinaire. Est-ce que pour tout le monde c'est OK? Je veux bien une petite confirmation sur le chat comme quoi tout marche. Et si c'est OK, j'attaque. Parfait. Merci pour vos retours. Alors, on va commencer sur l'actualité du marché. Et pour ça, on a pris le parti de parler d'abord du pétrole, qui, vous l'aurez vu dans l'actualité, au plus bas depuis de nombreuses années. Je vais reprendre rapidement ce qui s'est passé sur les derniers mois. Donc, depuis mars, on avait une baisse de la demande très très forte qui était liée au début de la crise du coronavirus. Et dans ce contexte, on a eu une augmentation paradoxale de l'offre liée à une guerre commerciale qui a démarré mi-mars entre la Russie et l'Arabie saoudite. Pour vous expliquer rapidement, l'Arabie saoudite a engagé avec l'OPEP une volonté de réduire la production pour soutenir les cours qui commençaient à s'écrouler. Et la Russie n'a pas accepté de se positionner sur cette réduction de production, ce qui a entraîné un mécontentement de l'Arabie saoudite qui s'est positionné à l'inverse sur une surabondance de l'offre. Donc tout ce jeu politique entre ces deux pays a amené une surabondance de l'offre sur le marché en mars qui a continué de faire descendre les cours du pétrole. Tout ça sur le contexte de choc de demande avec le coronavirus. Plus on avançait dans le mois, plus les pays prenaient des mesures de confinement, arrêtaient les industriels. Donc ça a amené une forte diminution de la consommation mondiale. Donc on se retrouve avec deux chocs, c'est ce qu'on a synthétisé sur les slides, un choc sur la demande et un choc sur l'offre, qui amène vraiment le pétrole sur des plus bas historiques. Une petite parenthèse sur le prix négatif, hein, le prix négatif qui a fait la une de l'actualité est lié sur le WTI, donc le prix des commodités sur la partie américaine. Le Brent, qui est le pétrole de référence mondiale, est lui resté positif. L'effet négatif était lié à plusieurs choses, mais surtout à une échéance contractuelle de livraison pour les produits pétroliers de mai qui arrivait à échéance fin avril, le 20 avril. Aujourd'hui, j'ai un message comme quoi ma connexion est instable, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec une baisse de la demande en pétrole qui équivaut à 24 millions de barils par jour. Il faut savoir que la consommation, elle est à 100 millions. Aujourd'hui, on a presque un quart de la consommation qui est perdue perdue entre guillemets, à cause du coronavirus et des mesures de confinement à travers le monde. À date, l'OPEP s'est réunie, de nouvelles discussions ont été engagées pour limiter la production.
Aujourd'hui, les accords pour la production sur mai, elle a été de réduire la production des pays de 10 millions de barils par jour. Qu'on estime qu'on est en dessous de la réduction de la demande, ce qui fait que les cours ne devraient pas pouvoir reprendre, en tout cas pas atteindre les niveaux précédant la crise, forcément. D'un point de vue prévision, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'issues à cette crise sur le pétrole. Hein. Pour pouvoir rééquilibrer le marché, il va falloir réduire la production, dans tous les cas. Et la réduction de la production, elle peut entraîner avec elle des faillites pour certaines entreprises pétrolières. On pense notamment au pétrole de schiste américain qui a des coûts de production qui sont élevés. Pour être rentable, il faudra un baril autour de $50. Aujourd'hui, on est sur le WTI à $10, donc pas du tout dans l'ordre de grandeur qui est soutenable pour ces entreprises. Donc ça peut amener un effet domino qui peut être assez dramatique sur l'économie. Donc il faut faire attention à ça. Ça pourrait éventuellement entraîner aussi des banques qui investissaient dans ces entreprises qui étaient déjà pas très solides, on va dire, après la crise de 2008. Donc voilà, il y a tout un risque systémique qu'il faut qui peut prendre le dessus. Donc on espère que tout tiendra. Mais aujourd'hui, les signaux sur le pétrole sont pas si positifs que ça. Même si ces derniers jours, on a des remontées des cours, il faut être prudent sur cette remontée et voir ce que ça va donner dans les semaines qui suivent, parce que la crise sanitaire, on est encore dedans. Malheureusement, on ne voit pas encore l'issue de manière très claire. Alors, pourquoi je vous parle du pétrole? Parce que c'est un driver important sur les commodités qui vont vous intéresser, donc le gaz et l'électricité. Si je passe au gaz, le gaz aujourd'hui, il va suivre les cours du pétrole. On a encore une indexation des contrats termes du gaz, 30% des contrats à terme du gaz qui sont encore indexés sur le cours du Brent, ce qui fait que les évolutions du Brent se retrouvent dans le gaz. Depuis la fin de l'année, on a une vraie diminution des cours qui était déjà sur une tendance baissière depuis quelques temps. Vous les voyez sur les courbes à terme. Là, ce que je vous affiche à l'écran, donc c'est le gaz pour la livraison 2021. Le gaz pour la livraison 2021, aujourd'hui, il était ce matin à environ 12 € par mégawattheure. Donc on voit que c'est un prix qui est très compétitif. On est sur un point bas de courbe de gaz. Et on va vous donner quelques conseils par rapport à ça sur la suite du webinaire. Il y a une vraie différence par contre par rapport au prix spot, donc les prix du jour, qui eux sont encore en deçà, notamment à cause de la demande qui est très très faible, hein, de même manière que le pétrole. On est sur des cours qui sont autour de 5 € le mégawattheure. Donc on est vraiment à la limite des frais de production pour certaines entreprises gazières. Donc il y a un spread qui est assez fort entre les prix à terme et les prix spot. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les prix du gaz 2021, donc c'est autour de 12 €. Je ne vous ai pas affiché, mais 2022-2023, on a ce qu'on appelle un contango. Donc les prix à plus long terme sont plus forts. Aujourd'hui, on est autour de 12 € sur le gaz. On est à 13,50 € sur la livraison 2022, 15 € sur la livraison 2023. Donc plus on va chercher une commodité et une livraison loin, plus le prix est élevé, mais reste quand même sur une tendance basse par rapport à l'historique. Pourquoi on a cet effet et ce spread qui s'est accentué, hein, c'est ce que vous pouvez voir sur le deuxième graphique. La valeur 2021 et 2022, elle s'écarte. La valeur 2021 étant plus faible. Tout ça, c'est les effets du coronavirus et le risque qui est d'avoir un hiver froid l'année prochaine, l'année d'après, il est pricé sur le marché. Donc, on maintient quand même des cours autour de 15 € sur du plus long terme. Mais voilà, la conclusion sur le gaz, c'est qu'on est quand même sur des bas historiques. Si vous avez des contrats à échéance court terme, il y a des positions à prendre et on va vous en parler dans la deuxième partie. Sur les petits bullet points que je vous ai mis, sur le gaz, il y a plusieurs choses. Hein. Le GNL, on en parle pas mal parce que c'est ce qui a fait la baisse des prix depuis 2018 sur le gaz. On a beaucoup d'approvisionnement gaz en Europe, des réserves qui sont très bonnes en termes de stock, comme l'hiver cette année a été plutôt clément. Mais c'est difficile de prévoir l'hiver prochain.
avec déjà sur la partie température, mais aussi sur la demande, parce que le coronavirus, est-ce qu'on en est sorti? Comment est-ce qu'il n'y aura pas encore des confinements peut-être sur une stratégie de stop and go les années futures? Donc tout ça, ça va jouer sur la demande et forcément sur le signal prix qui sera renvoyé sur le marché de gros, sur les prix à terme. Je vous ai fait un petit aparté sur le délestage et l'interruptibilité, donc c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'il y avait l'enquête de délestage fin avril qui était à remplir. Donc pour les entreprises qui ne l'ont pas faite, je pense que c'est encore jouable. J'espère que vous l'avez fait dans les temps. Il y a eu un changement sur la TRT7, donc le dispositif de régulation pour le transport du gaz, qui amène maintenant les contrats d'interruptibilité pour les entreprises à plus de 5 gigas. Alors pour vous faire simple, l'objectif c'est de payer moins cher son terme de stockage si on se déclare comme interruptible, c'est-à-dire si on peut supprimer sa consommation de gaz le jour pour le lendemain. Donc ça, normalement vous avez dû recevoir un mail, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou poser la question aussi à votre fournisseur. Les conséquences du marché sur l'électricité. Un rappel rapide, l'électricité depuis 2018 est très très corrélée au CO2, au marché quota carbone européen. Pourquoi? Parce que le marché carbone, les acteurs sont les gros pollueurs, et en Europe, en gros pollueur, on a quand même la production d'électricité, que ce soit en brûlant du charbon ou du gaz. Donc on a une corrélation assez directe, nous on l'estime à 0,85 entre le CO2 et l'électricité. Donc je vais pas mal vous parler du CO2 pour vous expliquer les tendances sur l'électricité. On a aujourd'hui une volatilité du CO2 qui est très forte. Donc vous pouvez voir sur les cours et sur les courbes que l'électricité du jour au lendemain, elle peut prendre ou perdre 1 euro, ça va très très vite, mais on retrouve quand même des tendances qu'on va essayer de détailler. Sur l'électricité, une baisse de la demande en Europe avec le confinement et les arrêts d'activité de l'ordre de 20% environ, qui a amené le pic que vous pouvez voir fin de courbe calendaire +1 à mars. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est la remontée à partir de ce début d'avril. Donc la remontée des cours d'électricité est liée à la remontée des cours du CO2. On a eu le CO2 qui s'est cassé la gueule forcément avec le confinement, parce que les entreprises ne polluent plus, n'ont plus besoin d'acheter de quotas. Aujourd'hui, le CO2, on a eu des indicateurs comme quoi il y aurait une relance économique plutôt rapide sur cette année, donc un peu d'optimisme sur le marché qui a fait remonter aussi les cours, mais pas que. Il y avait aussi une échéance pour le droit à polluer de l'année passée, qui était court terme pour avril et qui a aussi amené cette petite remontée des cours. Donc l'électricité bénéficie aussi des faveurs, on va dire, de la crise sanitaire pour avoir des prix qui sont quand même compétitifs. Hein. Les moyennes de prix d'électricité sur l'année, on était autour de 46,70 € du mégawattheure. Là, on a des cours autour de 42 € par mégawattheure, donc en dessous de la moyenne marché, hein, c'est ce que vous pouvez voir. Et surtout, le plus bas, donc le point bas 37,4, par rapport au point haut 51,4, on est quand même sur un niveau aujourd'hui qui est intéressant. Pourquoi il y a eu cette remontée? Dans l'actualité récente sur l'électricité, on a les annonces d'EDF de réduction de leur production pour les années futures. En effet, le coronavirus a entraîné aussi des arrêts sur la maintenance et des investissements sur les infrastructures du parc nucléaire d'EDF, qui va entraîner des arrêts replanifiés des tranches de production nucléaire, ce qui va réduire les annonces de cette semaine, c'était 60 TWh de réduction de consommation de production d'EDF pour l'année prochaine. Donc sur les 400 TWh annuels, ça représente quand même une part importante et ça a contribué à la remontée des cours sur ces derniers temps. Donc on a une petite remontée après la très nette baisse de mars sur avril, mais on reste sur des prix qui sont quand même, par rapport à l'historique, tout à fait corrects. Si je reprends les bullet points, j'ai, je pense, rien oublié.
Sur le spot, par contre, en électricité, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que le spot en électricité est aussi très bas. On a alors j'ai pas les données sur moi. Tac, je les recherche. Je les ai pas en tête, mais voilà, on a un prix d'électricité court terme qui est forcément très impacté également par la crise sanitaire. Ce qu'il faut retenir sur l'ensemble du marché, c'est que le coronavirus a amené des réductions de demande très fortes. On a eu un problème d'offre sur le pétrole, ce qui a entraîné une diminution des cours très nette sur le mois de mars. À date, on est quand même sur des plafonds, enfin, des planchers historiques. Il y a des opportunités de renégociation à ce moment-là. Et l'optimisme qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, il est à contrebalancer. Est-ce qu'on va rester sur ces tendances de prix? Est-ce que ça va monter? C'est un peu difficile à lire sur l'électricité. Sur le gaz, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance stable ou encore baissière. Alors, sur la slide d'après, je crois que je passe la main, oui, sur les actions à Quentin. Donc, je vais laisser Quentin vous présenter les différentes actions que vous pouvez mettre en œuvre chez vous sur vos contrats. Bonjour à tous. Effectivement, comme Antoine le signalait, on est aujourd'hui dans une situation de marché qui est sur des niveaux de prix historiquement bas. On va voir pour vous, dans votre intérêt, quel peut être votre comportement d'achat au niveau de votre contrat d'électricité, mais aussi de gaz naturel. On va voir qu'il y a des similitudes entre les deux commodités, mais qu'on va pouvoir avoir un comportement légèrement différent, notamment au regard du cadre réglementaire de l'électricité. Donc, la première action, ici, on vous a listé 3 actions prioritaires. La première, c'est de connaître son contrat actuel. Alors, ça peut paraître une action un peu bénigne, mais c'est vraiment une action primordiale. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, connaître votre contrat actuel, notamment à travers les dates d'échéance, à travers les conditions tarifaires et le type de prix, va vous permettre ensuite d'établir une stratégie d'achat, puis de mener vos négociations. Donc, connaître son contrat actuel, le marqueur le plus fort, c'est effectivement votre date d'échéance. Quand est-ce que mon contrat d'électricité ou de gaz arrive à terme? Est-ce que j'ai fixé tous mes volumes si j'ai des contrats dynamiques? On rappelle, un contrat dynamique, ce sont des contrats multiclics qui nous permettent de fixer en plusieurs fois notre prix en amont de la période de fourniture. Des contrats dynamiques, c'est aussi des contrats indexés où on paye un prix différent, que ce soit chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Et le marqueur le plus fort dans ce contrat actuel, c'est le prix que vous payez. Aujourd'hui, vous allez tous vous poser la question, effectivement, si je lance mes négociations aujourd'hui à travers un appel d'offres ou avec mon fournisseur actuel, euh, combien d'économies je vais générer par rapport à mon prix actuel. Donc, bien connaître son prix, c'est aussi bien commencer à lancer ces négociations. Notamment en électricité, hein, le prix, il n'est pas si facile que ça à jauger, puisque on se retrouve encore avec un nombre d'acteurs qui ne connaissent pas leur prix, notamment vis-à-vis de l'écrêtement. L'écrêtement, on en discutera tout à l'heure dans la slide d'après sur l'électricité. Mais on a eu des régularisations normalement dans vos contrats en toute fin d'année qui ont modifié votre prix par rapport à ce que vous aviez pu signer auparavant. Donc voilà, l'étape numéro 1, c'est connaître son contrat actuel. L'étape numéro 2, c'est de réfléchir en amont, effectivement, pour, après avoir cartographié ses besoins, c'est d'exprimer ses besoins pour ensuite acheter. Donc, la première question qui est primordiale à se poser, c'est aujourd'hui, quel type de prix je vais pouvoir demander à mes fournisseurs. Quel est aujourd'hui, moi, mon profil de risque vis-à-vis de mon appel d'offres. Typiquement, on parle souvent de profil de risque dans les achats d'énergie. Il y a 2 grands profils qui se dégagent. On a un profil plutôt budgétaire où la personne va avoir envie effectivement de respecter un budget, où le budget est un marqueur très fort. Euh, Typiquement, on va plutôt privilégier un prix fixe. Dans ces cas-là, on va plutôt mesurer les gains par rapport à l'année N-1 ou par rapport à un budget qu'on a fait, qu'on a réalisé les années précédentes. L'autre type de profil est plutôt un profil performance, où là,
moi, je vais avoir envie d'indexer tous mes contrats. Typiquement, je suis un producteur, je dis une bêtise, mais de chaux. Mon contrat est indexé directement sur les marchés du gaz et évolue au jour le jour. Bah, mon prix que je vais demander va peut-être aussi être indexé. Donc, mon prix du matériau que je vends est indexé sur le gaz, bah, mon prix du gaz aussi va être indexé. Donc ça, c'est vraiment les deux profils qui sont extrêmement différents. Au milieu se trouve tout un panel d'acteurs avec une stratégie diversifiée. Une stratégie diversifiée, c'est effectivement d'aller pouvoir essayer de respecter mon budget, de réaliser des gains, mais aussi de prendre un petit peu plus de risques. Un petit peu plus de risques, on le verra juste dans l'étape d'après, quelles peuvent être mes solutions. Donc, suite à cette réflexion et de se dire, bah, moi, qu'est-ce que je vais vendre en interne pour dire à mes supérieurs que je renégocie aujourd'hui mon contrat de gaz et d'électricité, ça va être ça la question à se poser. Le type de prix va en découler. Les conditions contractuelles, on va les traiter juste après. Ça va être un gros marqueur de nos négociations. Effectivement, aujourd'hui, on est sur des prix historiquement bas qui peuvent représenter une bonne opportunité pour renégocier vos contrats. Mais il y a des clauses contractuelles qui sont liées à vos contrats d'énergie. Ces clauses contractuelles vont peut-être être modifiées justement avec cet événement coronavirus. On le verra dans quelle mesure. Enfin, dans cette stratégie d'achat, moi, la question que je peux me poser, c'est aujourd'hui, j'ai envie de profiter des prix bas. On est sur un marché volatile qui évolue très fortement du jour au lendemain. Est-ce que j'ai envie de mettre en concurrence des fournisseurs ou est-ce que j'ai envie d'aller vite avec mon fournisseur en place pour essayer de capter des signaux de prix court terme sur le marché? Donc c'est ça une stratégie d'achat, ça doit vous permettre de répondre à ces questions et d'ensuite d'avoir un geste achat qui est beaucoup plus clair et qui va beaucoup plus vite. Donc maintenant, sur la partie d'acheter. Euh, Si vous avez un profil plutôt budget, vous avez envie de réaliser des gains sur le long terme par rapport à votre contrat actuel. Bah là, privilégiez plutôt aujourd'hui des prix fixes sur les années suivantes, que ce soit pour 2022, 2023, voire même 2024 en gaz. On fera un petit aparté sur l'électricité juste après. Maintenant, si j'ai envie de prendre un peu plus de risques, comme Antoine l'a souligné tout à l'heure, on a une grosse décorrélation aujourd'hui entre les prix spot du gaz et de l'électricité et les contrats à terme, donc pour fourniture de années suivantes, 2021, 2022, 2023. On se demande si aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, bah, ce marqueur fort, ce spread ne va pas continuer puisqu'on va avoir sur les contrats spot, on le rappelle, reflètent un équilibre au jour le jour et un équilibre de court terme et donc va être plus marqué par les effets coronavirus. On peut se dire que si la crise continue à se développer, qu'on va aussi avoir cette décorrélation sur l'année 2021 et pourquoi pas 2022. Sauf que on ne sait pas vraiment ce que vont donner ce prix spot. Ils vont pouvoir réaugmenter très fortement, comme ça a été le cas sur les années 2017-2018, qui ont été des années plutôt de contrat à terme plutôt que des années de contrat spot. Et dans ces cas-là, si on part de ce constat, bah, on, on pourrait, si vous voulez, avoir un contrat un petit peu dynamique, c'est-à-dire de fixer, je vous dis une bêtise, mais 75% de notre prix sur les années suivantes et de laisser 25% ouvert au spot. Donc là, on aurait bien une diversification des risques. On peut également faire varier ce pourcentage en fonction de notre appétence au risque. Tout dépend également aujourd'hui du volume que l'on a à acheter sur les années suivantes. Ce type de contrat est plutôt réservé à des personnes qui consomment au-delà de 10 gigawattheures par an, que ce soit d'électricité ou de gaz. Maintenant, il vous reste une deuxième solution, enfin une troisième solution, pardon, c'est que si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de lancer des appels d'offres, mais que vous voulez négocier dès à présent effectivement de profiter des prix bas sur les marchés de l'énergie, il vous reste la possibilité d'acheter des blocs directement via votre fournisseur ou un autre fournisseur ou via des traders ou brokers.
on peut, dans ces cas-là, a posteriori, les réintégrer dans un contrat de fourniture. Ça se fait très bien en électricité, donc des contrats avec des responsables d'équilibre, ou dans le gaz, ça se fait également. Voilà un peu donc du coup les actions à mener sur cette thématique et sur ce contexte difficile. Donc c'est de connaître effectivement son contrat actuel, notamment son prix et ses échéances. Deux, se questionner sur son profil de risque, quel type de prix on va demander. Est-ce que je vais pouvoir lancer un appel d'offres rapidement, notamment au regard de la négociation contractuelle et de la validation juridique. On sait que dans certains groupes, la validation juridique peut prendre aujourd'hui 1 à 2 mois, et donc de décorréler la partie fixation du prix et la partie choix d'un fournisseur. Tu peux aller à la slide suivante, Antoine. Maintenant sur l'électricité. L'électricité, je suis en aparté sur la France, on a le cadre de l'AREN, l'accès régulier à l'énergie nucléaire historique, qui est mise en place depuis 2011 en France, qui depuis 2012 est à un prix de 42 € par mégawattheure. On arrive aujourd'hui sur un contexte de marché qui fait que on a des prix pour livraison 2021 qui sont autour de 44 € par mégawattheure, 43 € par mégawattheure, c'est aussi un peu tous les jours, alors qu'on a un prix de l'Arenh autour de 42. Ce prix de 42, on peut effectivement en électricité, on a la possibilité depuis la mise en place de ce système, soit d'acheter directement via le marché, soit d'acheter via ce mécanisme Arenh. Ce mécanisme Arenh est aujourd'hui une option d'achat qui est à 42 € par mégawattheure et qui porte sur un volume, sur un pourcentage de votre volume. Ce pourcentage de votre volume, il est généralement aujourd'hui autour de 70-80% pour des gens du tertiaire, autour de 90 100% pour des industriels, voire même 110% pour des profils atypiques. Cette situation de l'Arenh aujourd'hui, donc on a la possibilité soit d'acheter à 42 € par mégawattheure, soit d'acheter sur le marché pour l'année 2021 à 43 € par mégawattheure. Sauf que ce 42 € par mégawattheure, il n'est pas sûr. Ce mécanisme de l'Arenh comporte 3 risques. On a un risque de prix. Le prix de 42 € par mégawattheure, il est certes fixé depuis 2012, mais il peut évoluer à la hausse sur les prochaines années. On a un risque de volume puisque aujourd'hui, ce mécanisme Arenh ne porte que sur 100 TWh de la production nucléaire d'EDF. Depuis 2010, sur 2019 et 2020, on a dépassé ce plafond et donc votre droit Arenh a diminué, ce qu'on appelle l'écrêtement. Et enfin, un risque de modification structurelle. C'est un peu les nouveautés qui se passent en ce moment. On parle beaucoup aujourd'hui d'une scission d'EDF sur la partie fourniture et la partie production. En parallèle de ce changement de structure, on pourrait avoir un mouvement sur l'Arenh, non pas sur un prix fixe qui est fixé aujourd'hui à 42 ou voire à 45, mais sur un tunnel de prix. Un tunnel de prix, on parle d'un tunnel de 6 € par mégawattheure qui pourrait évoluer chaque année en fonction des demandes de chacun. Donc effectivement, on a sur l'Arenh aujourd'hui un prix qui est légèrement inférieur, puisque l'Arenh comporte aussi des garanties de capacité. Donc on a un meilleur sourcing via de l'Arenh, mais on a un sourcing qui n'est pas sûr. Donc en termes de visibilité budgétaire, effectivement, ça peut être compliqué de se positionner. Maintenant, sur ces risques, on peut mettre des solutions en place. La première solution, effectivement, on peut fixer tout son prix au marché en se passant dans un premier temps de l'Arenh et faire ce qu'on appelle un retour à l'Arenh. C'est-à-dire que je fixe tout au marché, je pars d'une situation fixe et sûre et au regard, si mes risques mes 3 risques évoqués diminuent dans le temps, on peut être amené à revendre cette partie marché pour prendre de l'Arenh jusqu'au 31 octobre de l'année de livraison N-1. Donc aujourd'hui, si je veux acheter pour 2021, je peux tout fixer au marché dès à présent et je peux attendre pour revendre ce bloc pour prendre de l'Arenh jusqu'au 31 octobre de l'année 2020.
Sauf qu'il faut faire attention puisqu'on s'expose aussi à un risque de revente. Je vais acheter un bloc sur le marché, je vais le revendre pour récupérer de la reine. Et dans ces cas-là, si vous le revendez plus cher que vous ne l'avez acheté, vous allez faire une perte. On est quand même dans une situation de marché où on prévoit qu'il y ait plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que vous allez peut-être acheter un bloc. Si le marché à terme réaugmente, on va pouvoir le revendre, excusez-moi, de l'acheter à un prix, le revendre plus cher, je vais faire un gain. L'inverse, je vais acheter mon prix à l'instant T, je vais revendre sur le marché si le marché est moins cher, et bien effectivement, je vais faire une perte. Donc, l'idée ici, c'est de partir sur un prix fixe et avec possibilité a posteriori, si le marché va mieux, si effectivement les risques s'amenuisent sur l'arène, de reprendre cette option à Rennes jusqu'au 30 octobre de l'année N-1. La deuxième solution, effectivement, aujourd'hui, on est dans un arbitrage, on n'aime pas ce mot, mais arbitrage sourcing à Rennes, sourcing marché. On peut aussi acheter un bloc complémentaire. On pourrait se dire que aujourd'hui, sur l'année 2019, on a eu 25% d'écrêtement, l'année 2020, 35% d'écrêtement. On risque d'avoir, enfin, il y a des risques qu'il y ait, alors certes moins d'écrêtement, mais qu'il y ait toujours un petit peu d'écrêtement. Et donc d'acheter un bloc complémentaire pour couvrir ce risque d'écrêtement pourrait être une solution. Enfin, la troisième possibilité, c'est si je m'engage plutôt vers un prix fixe, plutôt de demander à mon fournisseur, lors d'un appel d'offres ou d'une négociation en bilatérale, de m'inclure de l'arène, mais de prendre le risque pour moi, c'est-à-dire de m'intégrer de l'arène, mais même s'il y a une évolution du prix, même s'il y a une évolution du plafond ou de la structure, que ce prix ne bouge pas. Dans ces cas-là, votre fournisseur, c'est lui qui va prendre le risque. Le risque, il n'aime pas ça. Donc, il va vous intégrer un surcoût lié à ce risque-là. Voilà un peu les solutions qui peuvent être mises en place. Aujourd'hui, ces solutions sur l'électricité, elles ont des risques qui sont associés. Nous, notre préconisation assez clairement aujourd'hui, c'est plutôt de partir sur un prix fixe, d'évaluer combien ça vous coûte en plus à date par rapport à votre prix N-1 ou à votre budget, et d'activer cette option à Rennes si les prix réaugmentent et si celle-ci est plus sûre. Euh, Quentin, j'ai quelques questions, du coup ouais, je vais y répondre et tu pourras me compléter sur j'ai une question sur la capacité. Effectivement, l'arène, je ne sais pas si vous le voyez sur le graphique, c'est peut-être pas assez précis pour que vous ayez le chiffre, mais on a tablé sur un prix fixe pour l'arbitrage, comme dit Quentin, entre le sourcing marché et le sourcing arène, à 44 € par mégawattheure. Pourquoi? Parce que dans l'arène, vous payez non, 42 euros. ouais, Vas-y. excuse-moi, non, c'est juste que ça, c'est un souci juste de graphique. Aujourd'hui, excuse-moi, parce que la barre s'est C'est comme décalée tu veux. vers le haut. Ouais, la barre s'est décalée vers le haut. Le coût de la capa, hein, salut Fabio au passage, pour te répondre, faire un point du coût de la capa dans un contrat indexé à Rennes. Aujourd'hui, tout dépend de votre pourcentage à Rennes. C'est-à-dire que si vous avez 70% d'arène, eh ben, votre prix de la capa, qui est aujourd'hui équivalent, si on reste sur des prix actuels, autour de 4 € par mégawattheure, je parle pour du tertiaire hors industriel qui peut piloter sa consommation, mais on est plutôt sur un prix de 4 € par mégawattheure. Donc de ce fait, je vais avoir 70% en moins euh, du prix de ma capa si je prends de l'arène. Donc effectivement, ce prix de la capa doit rentrer en jeu dans cet arbitrage. Donc aujourd'hui, on est clairement au-dessus du prix d'équilibre entre le prix de l'arène et le prix de marché. Le prix de l'arène est toujours plus compétitif, mais on a des risques. Le but du jeu, c'est effectivement de fixer dès à présent et de pouvoir profiter de l'arène un petit peu plus tard au regard de l'évolution de ces risques. Et aussi une question sur l'arène garantie. Est-ce que tu peux. C'est pas une question. C'est pas une question, Je pense que ça doit venir d'un fournisseur. Effectivement, la reine garantie marche bien. Le fournisseur vous garantit un prix avec de la reine, et même si on a des évolutions sur le prix ou sur le volume avec de l'écrêtement, le fournisseur vous garantit ce prix. Comme je vous le disais, ça marche bien. Attention cependant, le risque que prend un fournisseur, il vous le répercute indirectement dans son prix. Donc, comme on dit,
l'option à voir si elle est dans la monnaie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est surpricé par rapport à ce que ça devrait être. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà pour la partie donc achat. Euh, la partie achat, la partie maintenant contractuelle, on a vu qu'effectivement, il était temps de pouvoir soit négocier en bilatéral avec vos fournisseurs, soit de mener des appels d'offres. On vient de voir l'aspect prix, que vous avez des possibilités de fixer soit en prix fixe, soit en prix plutôt dynamique, en fixant des prix, des volumes sur le long terme. Maintenant, effectivement, il y a des clauses à surveiller quand vous lancez, quand vous négociez avec votre fournisseur, que ce soit dans des appels d'offres ou d'une manière bilatérale. On a déjà le risque que prend les fournisseurs. Aujourd'hui, dans cette situation actuelle, aucun fournisseur ne pourra vous dire qu'il n'est pas impacté, à plus ou moins grande échelle, mais on a des fournisseurs qui perdent aujourd'hui énormément d'argent. Pourquoi énormément d'argent? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour vous, un fournisseur, il a deux actions. D'une part, il vous facture, d'autre part, c'est votre intermédiaire sur le marché de gros. Et cette dernière action, cet intermédiaire donc sur le marché de gros donc pour vous, il va prendre beaucoup de risques, notamment des risques d'équilibrage. Aujourd'hui, un fournisseur va acheter en avance pour vous. Par exemple, il va acheter 100 TWh pour l'année 2020. Il l'a fait en 2018. Maintenant, vous n'allez pas consommer 100 TWh puisque votre usine ou votre chaîne de magasins est à l'arrêt. Vous allez consommer que 20 TWh. Et ben, ce reliquat, donc entre les 100 et les 20 qui ont été achetés et consommés au réel, il va devoir les revendre sur le marché de l'équilibrage au jour le jour. Et la différence donc de prix entre le moment où il l'a acheté ou le moment où il le revend, elle est énorme en ce moment. On vous a dit les prix spot sont très bas. Donc il a acheté très haut, il doit revendre très bas, c'est lui qui prend ce risque à son compte. Et donc on a des fournisseurs effectivement dont la santé financière est dégradée, que ce soit des gros fournisseurs ou des petits fournisseurs. Là, il n'y a pas de différence entre chacun des fournisseurs, même si en réalité il y en a, mais ça représente une part infime. Donc aujourd'hui, les fournisseurs avaient l'habitude d'englober et de prendre le risque pour vous. Le premier risque donc qu'il va falloir voir, donc c'est ce fournisseur. Est-ce que mon fournisseur, je vais m'assurer quand même qu'il va pouvoir continuer à me livrer sur les années futures, sur les années 2021, 2022, au regard de ce qui se passe avec la crise. La deuxième chose, c'est la garantie bancaire. Aujourd'hui, effectivement, les fournisseurs, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'ils laissaient un peu de lest par rapport aux garanties bancaires. Garantie bancaire, c'est quoi? C'est mon entreprise est mal notée financièrement par des analyses crédit. Le fournisseur, pour se couvrir contre un risque que ma société ferme et qu'il se retrouve avec des volumes et des contrats sur les bras, va demander un dépôt de garantie. S'il y a un dépôt de garantie, c'est-à-dire que le fournisseur va puiser dans ce dépôt de garantie si vous avez un problème de facturation. C'est vous qui mettez en place ce dépôt de garantie, qui sortez cet argent. Le fournisseur peut y piocher si vous avez des problèmes de facturation, des problèmes de trésorerie. Donc, cette garantie bancaire, nous, on pense que effectivement, avec ce qui se passe en ce moment, avec la situation financière des fournisseurs, mais aussi des entreprises en France, on va avoir un retour en force de ces demandes de garantie bancaire, même pour des entreprises qui sont moyennement notées, qui avant n'avaient pas cette demande de garantie bancaire. Les deux autres risques que prenaient avant les fournisseurs, effectivement, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les engagements et le plafond de consommation. Aujourd'hui, même si on consomme 200, 300, 400 gigas d'électricité, de gaz, on peut avoir des contrats qui sont sans engagement de consommation. C'est-à-dire que vous consommiez 100 ou 0, c'est la même chose. C'est le fournisseur qui prend le risque pour vous. Enfin, il y a la partie entrée-sortie de site. Dans des contrats, notamment multisites, que ce soit industriel et tertiaire, on peut effectivement faire rentrer jusqu'à 20, voire même 30% de sites ou retirer 30% de sites de son contrat.
Donc, ces deux types de clauses, on avait vu effectivement que les fournisseurs proposaient ces entrées-sorties de site assez facilement, avaient enlevé les engagements de consommation de leurs offres. On pense qu'on va quand même avoir un revirement et un durcissement de ces clauses. C'est-à-dire, pourquoi pas avoir des entrées-sorties de site juste à hauteur de 10% et avoir une réapparition de ces engagements de consommation dans des tunnels autour de 80, 120%, 90, 110%. Et donc des pénalités si vous consommez en plus ou en moins de ce tunnel. Enfin, deux dernières clauses à surveiller, la partie certificat d'économie d'énergie. Si vous négociez dans le futur et si vous êtes une entreprise du secteur tertiaire, on le rappelle, les industriels ne sont pas évoqués là-dedans, mais si vous êtes une entreprise du secteur tertiaire, dans vos contrats, vous payez des certificats d'économie d'énergie. Ce prix des certificats d'économie d'énergie, généralement, il est sur une période. Aujourd'hui, on est sur la 4e période qui arrive à échéance à la fin de l'année 2021. Si vous renégociez vos contrats sur 2022, sur 2023, on va avoir des changements réglementaires qui vont intervenir liés à l'apparition de la 5e période au 1er janvier 2022. Il faut faire attention à bien prendre en compte ce point, puisque vous allez avoir un changement réglementaire. Qui dit changement réglementaire dit changement de prix. Et donc, il faut bien encadrer ça par des clauses, que ce soit des clauses d'ajustement liées au coefficient des certificats d'économie d'énergie, ou alors des clauses de revoyure si on veut être un peu plus, on va dire, laxiste avec son fournisseur. Enfin, et dernier point, les clauses d'écrasement. Clause d'écrasement, c'est quoi? Clause d'écrasement, c'est je suis en contrat avec mon fournisseur actuellement sur l'année 2021. Mon fournisseur me propose de décaler mon contrat, donc de poursuivre mon contrat jusqu'en 2022-2023, moyennant une réduction sur mon prix de l'année 2021. Ce genre de clause, elle est bien si vous voulez du cash sur l'année 2021. Aujourd'hui, ça se voit beaucoup en gaz, ce genre de clause. Donc, on va réduire votre prix sur 2021 et on va l'augmenter un petit peu virtuellement sur 2022. C'est juste une histoire de trésorerie, c'est-à-dire que le fournisseur va vous donner de la trésorerie sur l'année 2021, par exemple. Et donc, il va vous donner de la trésorerie, mais va intégrer une grosse marge sur les années 2022 et 2023 sur lesquelles il prolonge votre contrat. Donc cette clause, elle est bien dans l'idée. Si vous avez besoin de trésorerie sur les années proches, par contre, elle intègre énormément de risques et de surcoûts liés à ce déplacement de cash flow entre les différentes années. Voilà pour les clauses, les éléments contractuels à surveiller. Donc, effectivement, 4 clauses qui sont liées notamment à l'effet coronavirus sur les fournisseurs en eux-mêmes, sur la garantie bancaire, sur les engagements de consommation, les entrées-sorties de site, et 2 clauses annexes qu'il faut surveiller, notamment sur cette partie certificat d'économie d'énergie pour les clients tertiaires et cette clause qui peut être proposée, les clauses d'écrasement. Donc, il me semble qu'on en a fini pour la présentation et qu'on avait laissé un petit peu de temps pour les questions-réponses. C'est ça, on vous laisse la possibilité de nous poser quelques questions, si possible sur le chat, pour qu'on puisse y répondre. Il y a eu des questions au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à l'issue des présentations, si vous voulez des précisions, soit sur la partie marché, soit sur nos conseils et sur la partie achat ou close. Il ne faut pas hésiter. Sinon, on a enregistré pas mal de questions qu'on avait pu avoir de nos clients ces dernières semaines. Donc, on en a quelques-unes, mais n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Antoine, je te propose de commencer par une question de ton choix là, qui nous revenait souvent et de voir après si les questions arrivent sur le chat. Oui, on a recensé quelques questions qui nous... On a une question du chat, alors on va prioriser ça. Il y a une partie sur les C2E, une question que tu peux lire. Alors, pour la partie industrielle, ce qui me semble important dans la négociation, c'est de valider un accompagnement C2E via une convention C2E. Est-ce que je peux répondre, Antoine? Si tu veux. Attention à ne pas tout mélanger.
Effectivement, un industriel peut vous proposer un accompagnement C2E, un fournisseur, Fournisseur. pardon. Mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, des accompagnements C2E, vous pouvez en avoir de la part effectivement de votre fournisseur, d'un autre fournisseur, des obligés, de délégataires ou de bureaux d'études. Nous, par exemple, enfin, on va faire un petit peu notre pub, mais on en propose. Donc, il faut essayer, à mon sens, si vous voulez avoir de la performance dans vos achats, essayer de décorréler ces deux types d'achats. Il y a une vraie question achat d'énergie et une autre question, effectivement, convention C2E, accompagnement sur la partie C2E. Parce que plus on va mêler des choses, effectivement, plus nous, on pense que vous n'allez pas avoir un geste performant. À notre sens, il vaut mieux prendre le plus performant de vos fournisseurs et le plus performant sur la partie accompagnement C2E. Voilà un peu notre... Mm. Vas-y, je t'en prie. Pour compléter ce que tu dis, l'achat C2E, c'est aussi une négociation et on voit, nous, en tant qu'acteurs indépendants, nous, on consulte aussi les obligés délégataires pour avoir leur prix et il y a des disparités. Donc, ne faites pas une confiance aveugle à votre fournisseur sur les prix C2E et n'hésitez pas à le mettre en concurrence, soit à travers un partenaire, soit à travers d'autres fournisseurs. On a une autre question sur l'arène. Donc l'arène Effectivement. type serpent, j'aime bien le terme, c'est vrai que je l'avais pas vu à venir. Donc des idées sur les prix plancher et plafond, comme disait Quentin. Donc l'arène aujourd'hui à 42 € par mégawattheure. Si elle est réformée, serait réformée avec un tunnel de prix qui serpenterait le marché, on peut le voir comme ça. Est-ce que Quentin, tu veux répondre? Peut-être une Oui, première, si je peux me permettre une première vas-y. analyse aussi, c'est que la révision de ce mécanisme ARENH qui arrive à terme en 2025 était prévue pour les fournitures 2022 si les discussions à la Commission européenne aboutissent sur la partie notamment de la scission d'EDF en deux parties, une partie verte et bleue, donc fournisseurs et producteurs. Et ces débats aujourd'hui sont un peu en stand-by avec le contexte et avec aussi le contexte marché. Donc ça met aussi une temporalité différente pour cette analyse. Est-ce que par contre, d'un point de vue prix, Quentin, tu veux répondre? Oui, effectivement, sur la partie prix, alors c'est encore très flou, hein. On parle d'un tunnel autour de 6 € par mégawattheure. Nous, on pense plutôt, si tu veux, Fabio, qu'on va avoir déjà une augmentation du prix du milieu en fait de ce tunnel. On ne pense pas qu'on va avoir des prix qui seraient en deçà de 42 € par mégawattheure. Donc, un prix plancher à 42 et un prix haut à 48, ça me paraît pas délirant comme raisonnement. Et je verrais peut-être les choses même un petit peu plus haut, plutôt un seuil bas à 44 et un seuil haut à 50. Alors, on a des précisions sur les C2E, c'est effectivement. Donc, la convention fait partie de nos cahiers des charges. Donc, exigence de la part du client, il s'agit d'une convention qui détermine un plafond au plus bas de l'accompagnement jusqu'à fin 2021. L'accompagnement en ce moment reste à forte valorisation, c'est vrai sur les C2E 7,50 €. Donc euros par kilowattheure Cumac pour ceux qui n'ont pas les réflexes C2E. Effectivement, l'avantage d'une convention, bah, vous avez un prix qui est engagé, mais pas d'exclusivité. C'est une bonne façon de faire. Je pense que au moins vous asseyez un minimum sur cette partie-là. C'est très bien, hein. Enfin, encore une fois, je pense que la notion de non-exclusivité, elle est primordiale là-dessus. Il faut vous laisser la possibilité de tester le marché un petit peu ailleurs. Mm. Et effectivement, des prix autour de 7,5, voire de 8 €, c'est ce qu'on retrouve chez certains obligés actuellement. On a une question sur le quarter 4 2020, donc fin d'année Mm. 2020, sur Ouais, l'électricité pour le dernier trimestre. Comment ouais. voyons-nous chez Roseau l'évolution de ce quarter qui aujourd'hui est autour de 54 € par mégawattheure. Donc c'est Ouais. ce qui reflète la fourniture d'électricité pour les 3 derniers mois 2020. Exactement. Effectivement, d'abord pour voir une évolution, il faut voir comment il est constitué. Quel est le driver principal aujourd'hui du Q4 2020? Il est tout simplement dans les maintenances d'EDF, ce qui a fait augmenter vraisemblablement le coût, hein. Sur la partie 2020, c'est effectivement ce Q4. Ce Q4 aujourd'hui, il y a énormément de risques qui est associé, qui est pricé dans le marché. Il y a un risque effectivement qu'il y ait moins de production nucléaire,
justement dans une période où on a une forte demande normalement de la part que ce soit des industriels ou même du tertiaire ou du résidentiel, mais également on a un risque effectivement sur les conditions climatiques. Si on a un hiver froid, on a souvent vu effectivement qu'on avait une demande de chauffage plus importante et donc une demande effectivement sur Q4 2020 qui est plus importante également et un prix qui augmente. Donc pour répondre à cette question, effectivement aujourd'hui l'évolution pour nous elle nous paraît plutôt, enfin le prix il va avoir du mal à diminuer tant qu'on ne va pas se rapprocher effectivement de cette échéance-là pour effectivement que ce risque et cette incertitude sur les températures diminue. Effectivement, si on a des conditions climatiques anticipées à 2-3 mois qui sont plutôt sereines, même si c'est très compliqué, hein, et ben on va avoir un petit relâchement de ce Q4 2020. Si on a des nouvelles annonces de la part d'EDF, on risque encore d'avoir une envolée sur ce prix. Donc, à mon sens, le Q4 2020 aujourd'hui, effectivement, il répond à ces deux facteurs et on le voit mal diminuer sur le court terme, c'est-à-dire d'ici 1 ou 2 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai pas d'autres sur le chat. On peut prendre encore une ou deux Ouais, questions si vous voulez. tu peux prendre effectivement deux questions, même des suivantes, Antoine. Il y avait des questions qui revenaient régulièrement. Je te laisse. On en avait listé plusieurs qu'on a Tu peux choisir celle que tu veux. Alors, tac, tac, tac. Question chat. À chaque fois que je commence à lire mes questions internes, j'en ai une, donc tant mieux. Alors, une question, selon vous, le baseload bas autour de 37 € est-il de nouveau possible sur le court terme? Et donc la réponse était plus ou moins déjà donnée par Quentin. Effectivement, non, selon votre dernier propos. Les remontées. Au vu des annonces, effectivement, de la part d'EDF, ça semble compliqué sur le court terme d'avoir un prix qui redescend à 37 € par mégawattheure. Cependant, ce qu'on se dit aussi sur le marché de l'électricité, c'est qu'on a un marché qui répond au CO2. Ce CO2, effectivement, il a diminué quand le prix est redescendu à 37 € par mégawattheure. On a un prix du CO2 qui était autour de 17-18 €, même un petit peu moins, puisqu'on est descendu presque au niveau de 15 € la tonne. Donc, sur le court terme, on a envie de dire non vis-à-vis des annonces d'EDF, mais on a plutôt envie effectivement de dire si les effets du coronavirus continuent dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement une baisse de la production industrielle. Qui dit baisse de la production industrielle dit effet boule de neige, donc dit baisse des émissions de CO2. On se le rappelle, sur ce marché du CO2, les acteurs sont les gros pollueurs européens, donc industriels et producteurs d'énergie. On pourrait avoir effectivement, lié à cette baisse d'activité, une baisse des émissions de CO2 et donc une réduction de la demande de ces droits à polluer sur les années futures et donc pourquoi pas une baisse de ce prix du CO2. Cependant, ce qu'il faut rappeler dans ce marché du CO2, c'est ce qui est très important, c'est certes, c'est le driver numéro 1 de l'ELEC, mais c'est aussi qu'il y a une réserve de stabilité qui a été mise en place il y a de ça un peu plus d'un an, donc voire presque 2 ans maintenant, en 2018. Cette réserve de stabilité permet aujourd'hui soit de rajouter des quotas en circulation, soit d'en enlever s'il y a une trop grosse volatilité. Donc on voit mal aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans des mouvements de transition énergétique à l'échelle européenne. Cette réserve européenne remettre énormément de quotas en circulation, des quotas gratuits en circulation, qui ferait chuter aussi le prix. On a plutôt l'impression que cette réserve de stabilité, elle va avoir plutôt pour effet de mettre un prix plancher pour pas que ça descende à des prix qu'on avait pu connaître il y a de ça 2 ans, 3 ans, autour de 5 € la tonne. Donc, à mon sens, très clairement, on pourrait avoir une baisse des prix. Alors, ce serait vraiment du très court terme, comme il y a eu effectivement sur le début du mois sur la fin du mois de mars, mais ce serait que très épisodique
et on a plutôt une vision voilà, stable, voire haussière sur le long terme. Sur les il y a Lié aussi notamment, vas-y, vas-y. vas-y, je te laisse finir. Non, mais ce qui est différent en fait du gaz, où le gaz, on pense plutôt que ça va rester stable, voire que ça peut descendre encore un petit peu. Mais sur l'électricité, il y a ce marqueur fort du CO2, ce CO2 qui a derrière une réserve de stabilité, Mmh. qui est le garant de la liquidité du marché, et donc qu'il n'y ait pas trop de baisse de ces quotas ou de décorrélation entre l'offre et la demande sur ce marché. Il y a un équilibre aussi à trouver entre cette demande et la production décarbonée. Comme EDF est un producteur décarboné, s'il réduit fortement sa consommation, si la demande reste identique, il faudra le compenser et avec de la production carbonée cette fois-ci, parce que le renouvelable pas pilotable en hiver, ça va être difficile. On ne pourra pas avoir les 60 TWh annoncés aujourd'hui de réduction. Donc ça peut amener aussi une hausse du CO2. Donc il y a vraiment deux facteurs. Il y a un facteur haussier, un facteur baissier. Il faut voir lequel des deux va faire pencher le plus la balance. Et Fabio qui me demande effectivement qui gère cette réserve de stabilité. Cette réserve de stabilité, elle est gérée, elle est annexée au marché européen du CO2, et donc elle est gérée à l'échelle européenne. On a une question sur l'impact du Brexit sur le marché de CO2. Bonne question. On parlait, effectivement, le Brexit avait eu, il y a eu énormément de volatilité du marché liée effectivement à ce Brexit, hein, notamment au début et à la fin de l'année. Aujourd'hui, il est capté, si vous voulez, déjà ce risque-là sur le marché du CO2. On n'aura pas d'impact, on pense qu'on n'aura pas d'impact supplémentaire puisqu'il est déjà intégré aujourd'hui dans le marché du CO2. Donc, c'est statu quo pour l'instant pour le Brexit. Tout ce qui a pu être absorbé par le marché a été absorbé au niveau des risques et donc du pricing. Voilà pour les questions. Il est 30. Je vais passer juste rapidement pour vous présenter sur quoi on travaille chez Roseau. Pour clore ce webinaire, on a pris le parti de le laisser à la fin, juste pour vous expliquer qu'on est un cabinet de conseil en performance énergétique qui existant depuis 2010. Donc, fait partie du groupe Inventage, qui est un groupe de performance économique. Donc, on s'appelait avant 2017 Inventage Énergie Environnement, et depuis 2017, on s'est filialisé pour avoir un nom et une marque propre, Roseau. On est basé un peu partout en France. Je vous passe les détails. Je pourrais faire suivre la présentation pour les personnes intéressées. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je vous ferai suivre la présentation du jour. Rapidement sur nos métiers, on travaille sur différents secteurs d'activité en tant qu'indépendant. Donc, on n'est pas rattaché à des fournisseurs d'énergie ni à des installateurs de solutions. Et on travaille sur plusieurs thématiques. Une thématique technique, donc tout ce qui va être audit énergétique, études techniques sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les systèmes énergétiques. On travaille sur des métiers plutôt liés au financement. Donc, Quentin et moi travaillons sur la partie achat d'énergie notamment, où on accompagne les industriels tertiaires, grande distribution, sur leurs achats d'énergie en accompagnement des acheteurs. On peut travailler aussi sur la partie écotaxe qui fait partie de vos prix et qui peuvent être exonérés. On travaille aussi sur la partie recherche de financement C2E, donc on l'a évoqué tout à l'heure. En tant qu'acteur indépendant, on consulte chez nous un panel d'obligés délégataires pour vous proposer des prix négociés et une solution clé en main de production de vos C2E. Donc vous venez nous voir avec des travaux et on vient vers vous avec un prix et une solution tout en main pour le montage technico-administratif. Ça peut aller plus loin pour les gros groupes avec la mise en place de conseils et de projets dédiés sur les recherches C2E. Et d'outils. Et d'outils, bien évidemment. On a une plateforme en ligne dédiée. Et le dernier volet, le volet accompagnement pour les industriels qui vont plus loin sur la partie performance énergétique. On accompagne aussi à la certification ISO 50001, donc la certification qui vous exclut aussi des audits réglementaires pour ceux qui sont concernés. Système de management de l'énergie, donc on va jusqu'à l'audit à blanc de certification. On vous accompagne sur la mise en place de vos revues, de vos politiques.
Et on travaille de plus en plus sur tout ce qui est formation et sensibilisation. On a une forte demande des industriels et de nos clients pour impliquer les collaborateurs dans la démarche. Et on s'investit de plus en plus sur ces sujets-là à travers des formations aussi nationales, type ProRéféi, que vous avez peut-être entendu parler aussi, sur la formation de référent énergie. Voilà, c'est pour vous faire un tour d'horizon de Je, nos activités. ouais, j'avais juste un point, Antoine, lié aux achats. Oui. Aujourd'hui, il est vraisemblable quand même que vous achetiez à un prix qui est moins cher que les années précédentes. Il serait aussi intéressant, c'est la vision qu'on défend chez Roseau, de réinvestir ces gains. Alors, je ne vous dis pas tous les gains, mais une partie des gains sur effectivement des actions de performance énergétique, d'achat de nouveaux matériels qui peuvent être subventionnés par des C2E, par de l'accompagnement ISO 50001, par des audits énergétiques, mais de garder une partie de ces gains liés à l'achat pour pouvoir les réinvestir dans d'autres offres. Nous, c'est la vision qu'on défend aujourd'hui, la performance énergétique. On a une vision à 360 degrés de la thématique énergie. Si vous voulez réduire votre facture, si vous voulez réduire votre empreinte environnementale, il faut aussi pouvoir effectivement subventionner quelques travaux ou quelques accompagnements. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on intervient et voilà, je défends cette partie Mmh. bec et ongle. Voilà, vous avez quelques références dans différents Et secteurs d'activité. Et on a une dernière question ah, personnelle sur un conseil de clic. il me Il va... reste 25% à toper pour 2021. Votre conseil, attendre un peu, je n'ai pas profité du bas de fin mars. C'est sur Alors, gaz ou mon conseil, électricité? mon On conseil, n'a pas la commodité, hein, ouais, mais et la clim. mon conseil va être le même. Mon conseil va être de dire de venir nous voir pour en discuter et qu'on l'accompagne sur ce top-là ou sur sa stratégie future. Mais on pourra en rediscuter, sans problème. Donc, pour ceux qui ont fait signe dans le chat pour avoir la présentation, je vous l'enverrai. N'hésitez pas à vous manifester, c'est pas encore trop tard. Vous avez nos coordonnées, je vais les rajouter dans la slide sur notre présentation pour que vous puissiez nous envoyer un petit mail. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, donc soit à travers le site aussi Roseau qui a une adresse de contact pour qu'on puisse éventuellement échanger sur différents sujets, les achats, mais pas que, comme vous l'avez vu. Parfait, bah, merci à vous pour vos questions. Et je vais vous libérer pour qu'on puisse tous aller manger. C'est l'heure. Bonne journée à tous et bon courage pour la suite des événements.